Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet échange des journées de l'économie sur l'animation de l'écosystème entre start-up et grandes entreprises. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Et je suis très heureux d'animer ce partage d'expérience sur un thème auquel j'avais été sensibilisé il y a plusieurs années lors d'une rencontre entre FinTech et banques. C'était fascinant de voir à quel point les unes étaient culturellement éloignées des autres alors que toutes savaient qu'elles devaient travailler ensemble. Et nous avons d'ailleurs vu cette nécessité impérieuse de travailler ensemble lors de l'épidémie de Covid. Le plus beau succès de cette période extraordinaire, c'est la mise au point d'un vaccin en moins d'un an qui a été injecté ensuite en moins d'un an toujours, à près de 4 milliards d'hommes et de femmes. C'est vertigineux et ça a été possible seulement parce qu'il y avait une association étroite entre des startups et des grands groupes, entre BioNTech et Pfizer, entre Moderna et Lonza. Cette collaboration est donc précieuse. Mais c'est une collaboration qui n'est pas toujours facile. Alors, j'avais préparé ce petit topo, et puis hier dans mon journal, j'ai vu qu'il y avait une autre innovation dans cette épidémie, qui est un médicament. Et était était indiqué dans mon journal, la pilule de Merck approuvée au Royaume-Uni. Je me suis dit, flûte, là c'est un grand laboratoire, et je me suis penché un peu sur l'histoire. L'histoire, en fait, c'est une molécule qui s'appelle le molnupiravir, qui a été découverte il y a 40 ans. Mais il y a 4 ou 5 ans, il y a une start-up au sein d'une université américaine, une start-up pharmaceutique, qui a commencé à exploiter cette molécule pour la grippe. Et puis, au début de l'épidémie, elle a été rachetée par une autre start-up qui a découvert que c'était aussi efficace contre la Covid et qui s'est du coup associée avec Merck pour pouvoir développer à grande échelle. Donc, même sur le médicament, on a encore une fois un lien start-up, grand groupe qui est tout à fait précieux. Donc cette collaboration, elle est précieuse, elle est même indispensable, elle est vitale, mais elle n'est pas simple donc, et nous allons en parler maintenant avec un mode opératoire qui lui est simple, mais assez différent de beaucoup de débats qui ont été organisés lors de ces journées de l'économie. Nous avons 6 intervenants qui vont faire un premier tour et nous dire en quelques minutes leur expérience sur cette collaboration entre très grands et souvent encore assez petits. Et puis vous, dans la salle, vous êtes toutes et tous intimement liés d'une manière ou d'une autre à cette thématique et vous pourrez apporter à votre tour, votre témoignage, vos conseils, vos échecs aussi, car on peut en tirer de précieux enseignements. Donc je serai très vigilant sur le temps, voilà, pour qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment interactif. Et on va commencer avec vous, Anthony Benabou. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et vous allez nous camper le décor à partir d'une vision assez large, assez macro de cette collaboration. Bonjour, merci effectivement Jean-Marc. Quelques points vraiment pour planter le décor. D'abord, combien d'entreprises innovent en France? Si on regarde sur les entreprises de plus de 250 salariés, donc des ETI et des grands groupes, 70% des entreprises ont des activités d'innovation. Quand on descend un petit peu le périmètre et qu'on regarde donc toutes les entreprises en France, donc là vous incluez du coup les PME, on est sur une entreprise sur 2. Quels sont les obstacles à l'innovation? Il y a 2 types d'obstacles à l'innovation. Il y a d'abord les obstacles financiers, le financement de l'innovation, c'est un sujet assez classique et c'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième obstacle qui est mis en avant par les entreprises qui innovent, c'est le capital humain. Du coup, beaucoup de grandes entreprises se tournent vers des startups pour justement bénéficier de l'expertise de la startup, du fonctionnement agile de la startup et puis de l'audace aussi des startupeurs. Et donc, c'est très important pour les grandes entreprises de développer ces relations avec les startups. Mais c'est également très important pour les startups de développer des relations avec les grandes entreprises parce que ça permet notamment d'absorber toute une partie des coûts. Ça permet également d'avoir des débouchés sur des marchés. Donc, c'est vraiment sur le papier une relation gagnant-gagnant. Pour autant, cette relation peut apparaître déséquilibrée. C'est ce qu'on voit notamment quand on interroge les grandes entreprises et les startups sur la perception de la qualité qu'elles ont de la relation entre elles. Et là, typiquement, sur des sujets, par exemple, comme la simplicité ou la rapidité, on voit que la perception n'est pas la même. Sur la rapidité, notamment, la rapidité, vous avez en gros une entreprise, un grand groupe sur 2 qui estime que le moment entre la prise de contact et la prise de décision est assez rapide, et puis vous avez plus de 2 tiers des startups qui pensent que ce moment-là est beaucoup trop lent. C'est la même chose pour les délais de paiement.
un vrai sujet. Beaucoup de grands groupes estiment que les délais de paiement sont corrects, alors que beaucoup de grandes entreprises, de start-up, estiment que les délais de paiement sont trop lents. Et on connaît le sujet des délais de paiement, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est un sujet très important, notamment pour les start-up assez jeunes qui sont dans les premières phases de développement. La trésorerie est un enjeu majeur. D'autres éléments de différence de perception, notamment sur la simplicité. Est-ce qu'il est aisé de communiquer? Est-ce que la clarté des objectifs est bien définie, etc. Donc là, on a à chaque fois un mismatch de perception entre les startups et les grandes entreprises qu'il faut améliorer. Et ça passe notamment par le fait d'avoir moins d'interlocuteurs au sein du grand groupe, un interlocuteur dédié notamment. Ça passe également par le fait de mettre en place peut-être une adaptation des délais de paiement. Je sais que par exemple aux États-Unis, il peut y avoir des avances de trésorerie, des avances de cash pour les startups qui permettent justement à la startup de ne pas se focaliser sur des sujets comptables, mais plutôt se focaliser sur justement son objectif qui est justement l'innovation. Voilà pour faire un tour rapide du décor. Merci Anthony, vous interviendrez évidemment comme tous les autres intervenants dans la suite de la conversation et on va alterner maintenant des startups et des grands groupes. On va commencer avec vous Carole Essautier, donc vous êtes cofondatrice de Cap6 Robotics. C'est une association d'un art très ancien et des technologies très nouvelles et donc vous allez nous raconter ça très vite, mais ensuite raconter votre témoignage de ces relations nécessaires, utiles et parfois compliquées avec des beaucoup plus grands que vous. Avec plaisir, effectivement, beaucoup plus grand que nous, je confirme. Donc nous, on développe une technologie qui permet à n'importe quel praticien de soins corporels de renseigner son geste et de le rejouer à l'aide d'un bras robotique sur n'importe quelle morphologie. Notre première application, c'est le domaine du massage, effectivement très ancien, donc avec de la technologie d'image, de la technologie robotique, de la technologie d'intelligence artificielle. Donc c'est tout à fait ce que vous avez dit, Jean. Nos clients notre premier marché, c'est le bien-être au travail. Donc nos clients sont des grands groupes qui nous font intervenir pour leurs salariés, notamment des métiers qui sont physiquement exposés et où ils ont besoin d'une solution qui soit toujours disponible, quel que soit l'horaire, y compris pour le travail de nuit, avec des créneaux très courts qui permettent de faire une régularité et donc un entretien. Alors, vous posiez la question de la relation start-up et grand groupe. On est effectivement en plein dedans. On a, je vais dire, deux catégories de relations avec les grands groupes. La première, c'est la relation de commerciale, donc où les grands groupes sont nos clients. Et effectivement, là, il y a une différence de taille, d'échelle et aussi de développement, parce que mine de rien, on est en développement depuis 6 ans et on a des grands groupes qui nous suivent depuis 2019, alors que notre solution était seulement en pré-commercialisation. On pourra en reparler. Ça, c'est donc le premier type de partenariat. Puis le deuxième, c'est du partenariat plus de mentorat. Et là aussi, on a une très belle expérience de mentorat de grands groupes. On a eu Bouygues Telecom, ça a été le premier accompagnement. Et puis, plus récemment, on a eu Apicil qui continue à nous suivre, donc qui nous a accéléré dans le cadre d'un accélérateur prévention santé au travail et qui continue de nous suivre maintenant, même en dehors de ce cadre-là. Donc voilà, nous, on aura ces deux types de relations. Difficulté, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Mais en fait, j'ai envie de dire exactement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire le temps et les délais de paiement? Ouais, alors les délais de paiement, on a eu la chance de tomber sur des personnes qui, à chaque fois, ont eu cette notion, cette sensibilité-là et qui ont demandé à leur service d'aller vite parce qu'on était tout petit. Donc là-dessus, on n'a pas trop, on a juste touché du doigt puisqu'eux nous en ont parlé, mais nous, on n'a pas été impactés parce que nos interlocuteurs ont vraiment fait ce qu'il fallait. Par contre, au niveau du temps, oui, forcément. Les délais sont longs et ce qui est normal. À chaque fois qu'on veut monter un projet, ça prend du temps. On a l'impression de monter un consortium, alors qu'en fait, on est normalement juste un de chaque côté. Mais il faut mettre beaucoup de monde autour de la table. Il faut accepter de laisser le temps au temps. Il y a aussi donc le processus de décision qui est différent. Là où chez vous, il y a une personne et encore qui décide. En face, vous avez souvent 3, 4, 5, voire des comités. Oui, exactement. Le temps n'est pas perdu à vide. C'est bien parce que simplement il y a des process derrière qui sont différents de ce qu'on peut connaître nous et qui sont longs. Encore une fois, quand je parle de mettre plusieurs personnes autour de la table, c'est vraiment ça. On monte nous ce qu'on appelle des comités de pilotage où on identifie, parce que maintenant on a cette expérience-là. Donc on sait dire dès qu'on commence à discuter avec un grand groupe, il va nous falloir telle personne autour de la table pour justement gagner du temps. Aller plus vite. Exactement.
Merci de votre premier témoignage. Violaine Belin, vous êtes directrice développement, stratégie et transformation de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, donc plutôt grosse structure. Et donc les banques travaillent avec les startups à la fois avec une relation commerciale, donc d'offres de crédit et d'activités financières diverses et variées, mais vous avez aussi besoin des startups pour progresser, pour explorer de nouveaux domaines. On le voit dans le domaine des paiements, mais aussi dans toute une série d'autres domaines, même les ressources humaines. Voilà, quelle est votre expérience? Alors, effectivement, Banque Populaire, alors on est une banque Aura, on s'appelle, donc Auvergne-Rhône-Alpes, on est une banque régionale coopérative très attachée à ses territoires, forcément à ses clients et aussi à l'écosystème innovation. Donc avec les startups, on travaille sous deux axes en fait bien distincts. Ce qui est relatif à notre métier historique, qui est effectivement d'accompagner les entrepreneurs que sont les startups dans leur création, dans leur développement. Et là, du coup, c'est notre filière, ce qu'on a appelé filière Next Innov, et on a Laurent Duvic qui est présent aujourd'hui et qui pourra en témoigner, puisque ça fait quelques années qu'on s'est spécialisé là-dessus avec une vraie filière d'expertise. Laurent a été un ingénieur innovation, parce qu'effectivement, c'est aussi une relation dans laquelle les startups ont des besoins particuliers, des modèles différents, et le bilan, enfin, quand on a un bilan, mais en tout cas, le modèle d'une startup s'approche pas comme le modèle d'une entreprise différente. Donc pour nous, c'était très stratégique de se développer là-dessus, parce qu'aujourd'hui on a 8 chargés d'affaires qui sont spécialisés, 2 ingénieurs innovation, on a des méthodes d'analyse de risque qui sont spécialisées là-dessus. Aujourd'hui, 4-5 ans après, alors je regarde Laurent, 4-5 ans après, on accompagne 300 startups, qui fonctionnent depuis le début avec nous. On continue à se développer. Enfin, ça, c'est notre métier traditionnel. Vous l'avez dit, haut de bilan, dette, court terme, tout ce que vous voulez. Ça, on sait faire. Et puis le deuxième point, effectivement, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on est en région, mais on est quand même dans le monde des grandes entreprises, 3000 collaborateurs, 220 agences. 700 millions de chiffre d'affaires, un secteur d'activité qui est je dis bien parmi les plus vieux métiers du monde, mais un secteur d'activité qui a énormément besoin de se transformer. C'est vrai qu'il y a quelques années, les fintech nous faisaient très très peur. Elles nous font beaucoup moins peur aujourd'hui. Alors, parce qu'on a appris à travailler avec elles. Vous l'avez dit, le domaine des paiements, c'est sûr que c'est un domaine sur lequel l'innovation est très très active. Donc nous, à notre niveau, même au niveau régional, conscient de cet enjeu-là, en 2016-2017, volonté vraiment d'innover, de se transformer. On s'est un peu regardé dans le blanc des yeux en se disant mais la R&D, l'INO, chez nous, franchement, on sait pas trop faire. Donc on est parti en fait justement à la rencontre de cet écosystème-là. On s'est ancré sur des partenariats qu'on a noués avec des incubateurs de start-up, en fait avec des experts de l'innovation qui étaient présents dans les systèmes, qui étaient au contact des start-up de la région, parce qu'on est aussi attaché à notre dimension régionale en tant que banque régionale. Donc on a noué des partenariats avec Incubator, c'est un accélérateur de la région qui a un réseau national aussi, mais qui est d'origine de la région, et du coup qui nous fait un peu notre cellule de mise en relation et qui nous source les startups qui pourraient avoir un intérêt. L'intérêt, c'est que lui connaît le monde des startups, nous on le connaît moins, mais lui, depuis 2017, nous connaît. Donc, il sait identifier dans le monde qu'il rencontre, dans les solutions ou dans nos problématiques, créer les bonnes synergies. Alors, on a parlé de mentorat, on a parlé de jury de startups qu'on anime en interne. Enfin, c'est plein de petites initiatives qui, à la fois, acculturent et nous permettent de sourcer des idées. Voilà, c'est depuis 2017 qu'on a monté ça. C'est une quarantaine de startups avec lesquelles on a ouvert des projets. Il y en a 11 qui sont en place aujourd'hui pour notre propre transformation. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Alors je rejoins des difficultés sur nos process achats. Enfin, oui, on apprend ça aussi, mais on va dire qu'on a un médiateur, mais de toute façon il y a que le temps et la pratique qui fait que on arrive à fluidifier tout ça, parce qu'effectivement on a un intérêt commun et surtout indispensable, à savoir travailler ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'une de ces collaborations avec bonne surprise et choses un peu rugueuses?
Alors, je sais pas si avec un exemple je trouverai les deux illustrations, mais le plus ancien, en fait, notre première application avec une start-up, ça a été pour résoudre un problème de recrutement, parce que le marché de l'emploi est un peu dur dans notre secteur, beaucoup de turnover, etc., difficulté à attirer les talents. Et puis une méthode de recrutement plutôt traditionnelle. Bon, en gros, je prends un CV, les compétences, analyse financière, je coche les cases. Bon, sauf que on le sait tous, un bon banquier, bien sûr, c'est faire de l'analyse financière, mais c'est celui qui a le sens client, qui sait sourire au client, qui a une proactivité. Enfin bref, c'est tout ce qu'on appelle, voilà, oui. C'est tout ce qu'on appelle les soft skills. Et ça, nous, dans nos process RH, on savait pas faire. Et du coup, on a rencontré quelqu'un qui nous apportait des outils pour aller sourcer des profils différents, justement sur la base de ces soft skills. Donc des process d'onboarding avec des mises en situation, de l'observation de nos meilleurs commerciaux, je vais le dire comme ça, pour étalonner son système, et puis après tester des candidats, mais qu'on n'aurait jamais regardé si on avait reçu un CV. Et donc du coup un recrutement un peu novateur là-dessus. Donc on a commencé à travailler là-dessus, une relation partenariale avec une facturation, etc. On est rentré au capital de la start-up parce qu'on a cru, on l'a cru pour nous, donc on l'a cru aussi pour sa réussite, quoi, quelque part. Donc on continue à avancer là-dessus. Et je sais qu'il s'est développé sur d'autres secteurs d'activité que la banque, alors toujours dans le domaine du recrutement, mais voilà. Et là, c'est là où pour nous c'est très vertueux parce que ça nous transforme de l'intérieur et une fonction RH, c'est pas forcément facile à transformer. Voilà. Bon. Merci Violaine. Troisième témoignage avec vous, Benoît Ducret. Donc vous êtes fondateur de Million Victories, qui est un studio de jeux pour mobile. Donc à vous de vous faire part de nous faire part de votre expérience et comment vous articulez-vous avec des structures qui sont beaucoup plus grandes. Comment ça se passe? Alors, Million Victories, déjà, c'est donc un studio de jeux mobile qui fait des jeux massivement multijoueurs. C'est des jeux avec un fort niveau d'engagement sur lesquels les joueurs vont dépenser énormément d'argent. On a de très nombreux joueurs qui ont dépensé plus de 10 000 euros par exemple dans notre jeu. Donc dans notre premier jeu, on a un premier jeu qui s'appelle Million Lords et on travaille actuellement sur notre second jeu. C'est un jeu qui a fait 500 000 téléchargements et pour resituer la société aussi, on est à 18 salariés aujourd'hui et on va annoncer prochainement une levée de fonds assez significative auprès d'un gros fonds d'investissement. Alors pour moi, il y a vraiment deux types d'interactions avec les grandes sociétés. Il y a celles qui sont issues du jeu vidéo et celles qui sont pas du tout issues du jeu vidéo. Si on commence par prendre hors jeu vidéo les banques, pour nous c'était assez difficile de se financer auprès des banques au départ. Entre autres parce que le jeu vidéo déjà ça fait pas très sérieux. Et finalement, c'est un univers qui est assez créatif autour du monde des idées. Et finalement, c'est assez dur de convaincre des acteurs comme les banques de nous financer. On a alterné les levées de fonds et la dette bancaire au départ pour se financer. Et finalement, on est tombé sur des banquiers qui étaient aussi fous que nous. Et c'est eux qui ont accepté de nous financer. Mais quelque part, ils représentaient, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était des formes d'anomalies dans leur propre organisation. Eux-mêmes étaient un petit peu des extraterrestres chez eux, et heureusement qu'ils étaient là. Si je regarde les grandes entreprises, celles qui sont issues du jeu vidéo, en fait, pour nous, c'est assez facile. Déjà parce que... Mais qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, ce qu'on fait, c'est... alors, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle des deals de publishing. Donc, nous, on fabrique le jeu et eux vont le commercialiser. On a décidé de pas y recourir parce qu'on a décidé d'intégrer ce métier puisqu'il est très générateur de valeur. Mais ça, c'est une première étape dans le jeu vidéo qui est parfois compliquée parce que le rapport de force est totalement déséquilibré. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que les exigences des grandes entreprises pour travailler avec les studios sont telles que normalement on n'a pas besoin d'eux quand on est capable quand on atteint le niveau requis. Ensuite, on est assez régulièrement contacté pour des rachats, par des grandes entreprises qui veulent nous racheter. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est un univers dans lequel on peut devenir très riche très rapidement. La scalabilité, elle est maximale. Je ne sais pas s'il y a
une autre industrie dans laquelle on peut avoir une telle scalabilité, et on observe de nombreuses entreprises qui sont devenues très riches très rapidement, qui ne savent plus innover au-delà de ce qu'ils ont fait, donc qui vont recourir à la croissance externe. Et ce qu'on observe quand même, le jeu vidéo, je pense que c'est assez spécifique, parce que déjà on a une culture commune. Hier encore, il y a une grande entreprise qui m'a appelé pour me racheter. Et finalement, on a passé 10 minutes à parler de notre stratégie, de nos techniques dans un jeu de stratégie en particulier, et comment on faisait pour gagner. Et donc en fait, on a cette culture commune qui est très forte et qui fait que ça nous rapproche. Et aussi dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'entreprises qui sont assez jeunes, qui ont grandi très vite, qui n'ont pas tant de salariés que ça, et finalement je trouve qu'ils sont réactifs et que c'est pas si difficile que ça de travailler avec eux. Vous êtes dans un secteur où la scalabilité se fait sans que ça soit compliqué. Par rapport au jeu que je citais, l'industrie pharmaceutique, quand vous inventez un nouveau médicament, vous voulez fabriquer à des milliards de doses, ça nécessite ensuite un appareillage derrière industriel qui est absolument colossal. Dans votre secteur, c'est très différent et évidemment, ça change le rapport de force et la nature des relations. Bérangère Ray, vous êtes déléguée au développement régional du groupe La Poste. Donc, on est à nouveau dans le secteur financier. C'est à vous de nous faire part de ce que vous avez vu, ressenti, apprécié, ce aussi sur quoi vous avez dû travailler un petit peu dur pour pouvoir réussir. Alors du coup, financier, pas que. Donc, je représente l'ensemble du groupe La Poste, donc avec toutes ses branches et filiales qui sont nombreuses. Donc juste pour vous situer, là, on passe à une échelle puisqu'on est 250 000 salariés, 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À l'échelle de la France, tout de même, voilà, pas de la région. À l'échelle de la France. Alors, je positionne la France parce que notre programme Open Innovation se situe au niveau national. En fait, bien évidemment, on source des startups de partout sur les territoires, mais le programme est piloté au niveau national. Donc, du coup, ça donne une chance aux startups des régions parce que généralement, on arrive en complément des accompagnements qui peuvent être faits en local, et on ne souhaite surtout pas déraciner les startups de leur territoire, mais on leur apporte une dimension qui est celle du groupe La Poste, voire même à l'international, puisqu'aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires est à l'international, ce qu'on ne sait pas vraiment. Alors notre approche, on est très engagé auprès des startups. Notre approche date à peu près de 2014. Simplement parce que la Poste a été confrontée à des défis majeurs, puisqu'en fait, bien sûr, l'écroulement du courrier est donc une nécessité urgente de transformer le métier. C'était l'avenir du groupe qui était en jeu. Donc à ce moment-là, vraiment, la nécessité de diversifier nos activités historiques a vu le jour. Et effectivement, comme le disait Violaine, l'idée n'était pas d'investir dans de la R&D, mais plutôt d'aller la chercher. Au niveau de start-up innovantes. Et donc, le chemin a démarré à peu près à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on s'appuie énormément sur notre programme Open Innovation. Donc, on a mis en place divers programmes. Donc, on a un concours, French IoT, qui date de 2015, où on sélectionne un certain nombre de startups. Alors, bien évidemment, dans les secteurs qui nous permettront de développer des nouvelles activités, donc en lien avec des choix stratégiques du groupe vers la proximité, vers la santé au domicile, la silver economy, nos grands axes stratégiques. Et donc, on récompense des startups, une quinzaine chaque année. Et donc, on leur permet de suivre un programme d'accompagnement, donc soit en termes business, en termes d'investissement, de recherche d'investisseurs, de visibilité. Donc ça depuis un petit moment maintenant. On est aussi partenaire fondateur de Vivatech. Donc bien évidemment, on profite aussi de notre visibilité sur le salon pour mettre en avant des startups, une 50aine chaque année. On amène aussi des startups au CES à Las Vegas. On accompagne les acteurs que l'on aura choisis par rapport à nos axes stratégiques pour les mettre en visibilité et les aider à se déployer. On a aussi, depuis maintenant plus d'1 an, soutenu l'entrepreneuriat féminin. Donc, on a créé les femmes du numérique. Et donc aussi, chaque année, on sélectionne un certain nombre de start-up portées par des femmes, donc pour les mettre en visibilité dans l'écosystème. Depuis cette année, on a aussi créé un corporate venture, donc le groupe pour sa R&D,
donc décide de rentrer au capital d'un certain nombre de startups. Donc voilà, un volant budgétaire de 35 millions d'euros est positionné sur ce programme. Et donc là, on est prêt à investiguer voilà toutes les startups qui sont bien sûr dans nos axes stratégiques, donc toujours liés surtout à nos enjeux de transformation de la société, donc liés aux transitions démographiques, énergétiques, voilà les grands sujets de société. Et donc on rentrera au capital de ces startups, donc dans des volants qui vont entre 300 000 euros et 3 millions d'euros. Donc on est prêt à investir pour créer nos services de demain, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un service de demain qui est devenu un service d'aujourd'hui, qui s'est développé très vite? Alors grâce on a à une plein de belles histoires. On en a en Auvergne-Rhône-Alpes, donc je vais les citer plus spécialement. On a notamment une start-up, donc dans laquelle, comme pour Violaine, on démarre souvent par un partenariat, ensuite par un actionnariat minoritaire, un actionnariat, voilà, comme tous les chemins classiques. C'est une société qui développe des parcours digitaux au niveau des parcours de santé. Donc la digitalisation des parcours de soins, donc qui est à Irigny, donc en région lyonnaise, qui s'appelle Nouvéal e-santé. Donc voilà, qui s'est créée en 2015 et dans laquelle on a progressivement monté au capital. Et donc c'est une entreprise, enfin une start-up, ils sont une quarantaine aujourd'hui, et qui s'est fait connaître au moment du Covid, puisque elle a proposé des solutions de télésuivi. Pour des patients qui avaient des symptômes, mais il n'était pas nécessaire de les hospitaliser pour pouvoir suivre ces patients à domicile. Donc ça s'est fait en région Île-de-France, donc notamment avec la PHP. Donc voilà, très très belle. On voit bien histoire. la relation évidemment avec les métiers traditionnels de la Poste. Est-ce que vous pouvez citer un exemple où ça a été un petit peu compliqué? Je sais que c'est plus difficile, vous n'êtes pas obligé de citer le nom, mais c'est aussi important parce que c'est aussi de ça qu'on apprend. Alors je rejoindrai ce qui a été dit. Je pense qu'il y a eu quelques exemples qui n'ont pas été forcément des succès. Au moment où l'intégration, je dirais que c'est mal faite. Et aujourd'hui, le groupe a pour souci de bien décider au départ, est-ce que ça va être une intégration ferme au groupe ou est-ce que ça va être simplement une prise de participation et on va laisser la start-up garder son agilité et voilà. Donc il y a au départ une vraie réflexion forte pour savoir de quelle manière on souhaite s'investir dans la start-up. Est-ce que c'est vraiment une intégration et dans ce cas, elle rentre dans nos solutions et voilà, on ne fait plus qu'un, ou est-ce qu'on investit dans une start-up mais pour qu'elle garde son agilité et que voilà, nous on perce sur un secteur d'activité mais sans la gêner, je dirais. Parce que certaines fois, les intégrations ont complètement sclérosé la pauvre start-up qui avait l'habitude de vivre de manière légère. Et là, oui, quand je m'étais intéressé au fintech et aux grandes institutions financières, ce qui m'avait frappé, c'est que dans certains, il y avait un problème de bonne distance à trouver. Exactement. Et quand la start-up est trop loin, ça sert pas à grand-chose. Et quand la start-up est trop près, souvent le grand groupe l'avale et la digère, même parfois sans s'en rendre compte. Ouais, j'ai un ou deux cas où c'est fascinant. Évidemment, dans ce cas-là, ça ne sert plus à grand-chose. Dernier témoignage de ce premier tour de piste avec vous, Simon Bitodo. Vous êtes start-up manager de H7. Donc H7, c'est un lieu bien connu ici pour les entrepreneurs. Vous êtes installé dans le quartier de Confluence, dans une ancienne usine. Un écosystème de start-up avec 500 membres et 80 start-up. Si je vous fais parler après les autres, c'est parce que vous avez donc une vision un petit peu transversale. Je voudrais que vous remettiez un petit peu ça en perspective. Oui, merci Jean-Marc et merci pour l'invitation. Effectivement, nous, en fait, on est un facilitateur de ces collaborations entre les start-up et les grands groupes. Et donc, on agit un petit peu de chaque côté, je dirais, de cette collaboration, et ce, de trois manières différentes. On a un certain nombre, on a effectivement aujourd'hui 70 startups qu'on héberge et qu'on accompagne dans un objectif de les accompagner dans leur accélération, leur développement commercial. Et pour ça, on s'appuie sur un certain nombre de partenaires, dont des grandes entreprises.
entreprises. Et donc à travers ces partenariats grandes entreprises, on essaye nous de faciliter la connaissance commune entre les enjeux des startups et les enjeux de nos partenaires, de multiplier des points de contact aussi pour pouvoir justement s'intégrer dans les calendriers respectifs de chacun et puis favoriser des collaborations innovantes. Donc ça, ces partenariats avec des grands groupes, c'est une première manière de fonctionner. On en a une seconde que Carole a commencé un petit peu à évoquer, qui est en fait on accompagne des startups pour le compte de grandes entreprises où on opère des programmes d'accélération. Et donc par exemple celui d'innovation sur la prévention santé d'Apicil. Donc c'était des startups qui étaient hébergées et accompagnées au sein de H7 avec des collaborateurs d'Apicil qui venaient les coacher, les mentorer, les accompagner et de pouvoir créer ainsi cette relation durable de confiance qui perdure au-delà même de l'accompagnement, et Carole pourra en témoigner. Et donc ça, c'est également des choses qu'on met en place avec Suez par exemple sur les sujets liés à l'alimentation durable, ce qui leur permet de sourcer des solutions innovantes sur des sujets et donc de faire leur R&D externe comme on l'a évoqué quelques fois ici. Et enfin, le troisième niveau, c'est qu'on anime un club d'entreprise qui s'appelle le Club Open Innovation avec Digital League. C'est une trentaine d'entreprises de responsables innovation qu'on acculture aussi sur ce sujet de la collaboration start-up grand groupe pour essayer de définir les conditions de réussite, les conditions d'échec ou parfois les difficultés à surmonter et de pouvoir ainsi les anticiper pour favoriser des collaborations réussies entre les start-up et les grands groupes. Et donc nous, au sein de H7, finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu la première brique essentielle pour une collaboration réussie entre start-up et grands groupes, c'est créer un climat de confiance. Créer un climat de confiance et de transparence qui ouvre un dialogue où chacun peut échanger sur ses objectifs respectifs, ses calendriers respectifs et pouvoir se mettre d'accord sur une ligne claire. Et ça me permet effectivement de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Bérangère, sur le fait de savoir si vous intégrez les startups ou si vous les gardez à distance. En fait, nous, ce qu'on essaye de proposer, de promouvoir auprès de nos entreprises partenaires et nos startups, c'est de se mettre d'accord dès le départ sur des objectifs assez clairs, les différentes étapes de la collaboration et les indicateurs qui permettent de passer d'une étape à l'autre et d'anticiper aussi les portes de sortie, donc soit une intégration, soit un arrêt de la collaboration si on n'a pas atteint certains objectifs, ce qui peut évidemment arriver, mais qu'en tout cas tout le processus soit suffisamment clair et transparent pour que ce soit efficace pour chacune des parties. Donc c'est vraiment notre rôle au sein de H7 en tant que structure qui connaît les startups de créer ce climat de confiance avec nos partenaires. Je dois dire aussi que H7 nous a aidés à mettre au point ce moment d'échange. Vous nous avez décrit les dispositifs. Vous avez dit donc qu'il faut de la clarté, de la transparence. Au-delà de ça, des expériences que vous avez maintenant menées depuis un certain temps, qu'est-ce qui vous frappe dans ces relations et qui n'a pas encore été dit ? Oui, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la temporalité. En fait, nous, ce qui nous frappe, c'est que quand je travaille avec des startups, puisque c'est mon quotidien d'accompagner les startups, elles ont un certain nombre souvent d'appréhensions vis-à-vis des grands groupes. Est-ce que je vais me faire absorber? Est-ce qu'ils vont me prendre mon idée, la développer beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont plus de moyens que nous? Donc il y a un certain nombre d'appréhensions à collaborer avec les startups. Et quand je discute avec les entreprises partenaires de H7 avec lesquelles je travaille sur ces sujets-là, eux-mêmes ont des appréhensions, mais qui sont pas forcément ouvertes, de dire est-ce qu'on va être capable de l'accompagner? Est-ce que ça va pas aller trop vite pour nous? Est-ce que nos collaborateurs vont comprendre qu'on aille sur ce sujet-là? Est-ce qui va garder la propriété intellectuelle? Enfin, il y a plein de sujets comme ça, mais qui sont évoqués en groupe quand on a un partenaire de confiance, mais qui sont pas forcément dites au début d'une relation. Et ça, c'est ça qui souvent peut derrière faire se dégrader la relation, c'est qu'il y a des non-dits initiaux qui derrière ne permettent pas d'avoir une collaboration qui soit pleinement réussie et entière. Et donc nous, on essaye de faire en sorte que ces appréhensions soient partagées et soient levées au maximum pour qu'ensuite on puisse encore une fois créer ce climat de confiance et derrière une collaboration. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet. Et l'autre sujet, c'est que souvent, notamment certaines entreprises sont tiraillées entre des objectifs qui sont différents, avec à la fois l'envie de trouver des solutions qui soient sur des domaines stratégiques de l'entreprise, puisque c'est là qu'on va pouvoir innover. Mais en même temps, c'est prendre beaucoup de risques vis-à-vis de son entreprise. Et donc parfois, on a tendance à se dire, non, je vais plutôt aller sur un sujet un peu annexe pour tester, pour voir si ça fonctionne, mais du coup pas y mettre l'énergie nécessaire et donc créer un résultat qui à la fin est déceptif et qui nous permet pas ensuite de relancer la machine sur des sujets un peu plus stratégiques. Donc on est parfois sur des mécanismes qui sont un peu compliqués et pour lesquels quand on est une start-up et nous on le voit, on n'arrive pas trop à se retrouver finalement dans la vie de l'entreprise. Donc ça peut être aussi
aussi une autre difficulté qu'on n'a pas encore évoquée à ce stade, mais qui est important d'anticiper et de prévenir pour pouvoir faciliter ces collaborations qui sont, comme tout le monde l'a dit, indispensables, je pense, pour chacune des parties. En même temps, c'est ce que disait Benoît, il y a deux termes que vous avez employés qui m'ont frappé. Hein, en gros, dans une entreprise, pour travailler avec une petite, il faut être extraterrestre ou fou. Donc ça montre bien l'ampleur même du chemin à parcourir. Alors ça va être à vous d'intervenir, mais avant, je voudrais même redonner la parole à Anthony pour voir si à partir des témoignages qu'on a entendus, s'il veut mettre en relief Oui. deux ou trois points particuliers. Oui, peut-être un point en fait qui apparaît dans tous les témoignages, c'est vraiment cette différence de culture en réalité entre le monde de la grande entreprise et le monde de l'entreprise innovante. Et c'est vraiment donc un choc des cultures en réalité. Et c'est bien d'avoir justement des partenaires comme ça de confiance qui permettent de cette mise en relation. Il faut quand même rappeler, hein, c'est un point qui est très important, ce sujet de l'innovation et donc de la réussite de l'innovation est fondamental pour nos sociétés industrielles. Il faut avoir en tête que on a de plus en plus de mal à créer de la valeur. Hein. On va vers les économies industrielles vont vers des rythmes de croissance assez contenus. Et une des façons justement d'augmenter donc la valeur et du coup aussi le partage de cette valeur, hein, c'est un sujet qui est important, c'est également le partage de cette valeur. C'est d'en créer. Et donc c'est grâce à l'innovation et aux progrès techniques qu'on peut réussir à surmonter ces difficultés structurelles de croissance relativement faible dans les pays industriels. Et donc, il faut réussir ce choc des cultures et réussir à les faire converger pour une réussite globale. Voilà. C'est vrai aussi pour la transition énergétique et écologique où on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'innovations qui devront venir d'endroits très, très divers et variés. Vous qui êtes dans la salle, est-ce que vous avez des témoignages, des histoires, des rebonds, des contradictions à apporter, sachant qu'il faut que vous ayez un micro. Donc on va commencer par vous. Oui, bonjour. Moi je voulais rebondir. Voilà, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Karim Langlais. J'ai travaillé principalement que dans des grands groupes privés et publics, sur des métiers de commerce, marketing, management, achat, contrôle de gestion, marché public. Aujourd'hui, je fonde une jeune entreprise innovante. Je suis accompagné par Lyon Startup sur la phase d'anté-création. Donc, ça me permet de croiser mon ancien monde avec le nouveau monde et la communauté. Et en fait, je voulais rebondir sur trois. Je travaille dans le domaine des achats et l'optimisation des budgets de dépenses, suivi financier des contrats. Voilà. Et on allie de l'expertise métier et de la data science. Voilà, pour proposer des solutions aux clients. Par rapport à ça, les trois points sur lesquels je voulais rebondir rapidement, c'est on a parlé une start-up pour trouver ses premiers clients avec des grands groupes. On est dans un cycle de vente long, complexe. Et ça on ne sait pas forcément l'appréhender. Et ça questionne en fait sur, dans les grands groupes, est-ce qu'on met en place des process pour justement simplifier ces ventes complexes avec les start-up parce que c'est pas simple. La deuxième question qui va avec ça, c'est est-ce que j'ai un process pour contractualiser aussi? Parce que contractualiser avec un grand groupe et une start-up, c'est pas évident. On va toucher des notions de propriété intellectuelle, d'agilité. On a parlé tout à l'heure, une des bases, c'est de mettre en place un comité de pilotage et d'associer des personnes clés. Donc déjà, là, on évoque deux process qui sont comment je simplifie mon cycle de vente et comment je contractualise. Et ensuite, le dernier élément, c'est qu'on a parlé d'investir dans une start-up. Je pense qu'il y a une question qui est très importante quand on approche une start-up. C'est est-ce que aujourd'hui le produit ou service de cette start-up m'intéresse moi en tant qu'organisation parce que ça répond à un besoin qui n'est pas pourvu, ou alors c'est est-ce que le produit ou service proposé par cette start-up peut être un élément différenciant dans ma proposition de valeur, me permettre d'acquérir un avantage concurrentiel. Et là, du coup, on va être sur des logiques d'acquisition, de partenariat, de prise de participation. Et ça va quand même, je pense, à mon sens, modifier la relation qu'on va avoir entre la start-up et le grand groupe. Donc voilà, cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des process spécifiques mis en place dans vos organisations? Et aussi, comment on se pose la question de pourquoi je vais aller travailler avec cette start-up? Voilà. Je sais qu'il y a des grands groupes qui font des choses, mais voilà, c'est pour partager. Merci. On va revenir vers vous après. Je vais prendre d'autres questions ou interventions, réactions, contradictions.
Ok, merci. Bonjour, c'est plutôt une remarque, effectivement. Donc Emmanuel Gonon, je suis président de Wahoop, qui est un start-up studio à impact. Notre mission, c'est de créer des nouvelles solutions pour créer un monde un peu plus résilient dans le monde de la santé, de la transition écologique et de l'économie responsable. Alors, moi, je pense qu'il y a des collaborations qui sont très bien balisées maintenant entre les start-up et les entreprises. Quand il s'agit de digitaliser une partie de l'activité de l'entreprise mère, enfin du grand groupe, quand il s'agit de rajouter un service dans un catalogue existant ou un produit dans un portefeuille. Et là, je pense que les collaborations sont très bien balisées. Et la dernière intervention que vous avez faite pose la question du partage de la valeur lorsqu'il faut, à mon avis, créer des nouvelles activités. La start-up, elle amène une brique qui n'est pas suffisante pour couvrir la nouvelle activité. Donc, il va falloir faire de l'assemblage d'actifs qui peuvent être trouvés à l'extérieur dans une start-up, dans un laboratoire ou dans une ou plusieurs entreprises. Et l'entreprise mère, elle n'est pas du tout mentalisée pour créer ces nouvelles activités parce que c'est une gigantesque planète qui a un champ de gravité extrêmement important. Donc, il va falloir mettre une fusée avec des boosters très importants et pour que cette fusée elle puisse s'extraire de la gravité de l'entreprise. Et en fait, on en voit peu réussir, hein, franchement, parce qu'il faut mettre une puissance de dingue. Et tout le champ de gravité des poids politiques, des jeux politiques, des process, des réflexes, de tout ce que vous voulez en interne, fait que les fusées ne peuvent pas partir des entreprises, ou rarement. Et donc, voilà, moi, mon intervention, enfin, mon feedback, ce qu'on voit des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que pour tous les champs qui ont été décrits ici, les champs de collaboration, les modalités de collaboration fonctionnent plutôt bien. Dès qu'il faut construire des nouvelles activités qui vont répondre à des nouveaux enjeux de transition, que ce soit dans le monde de la santé, de la transition écologique ou de l'économie responsable, là, c'est plus difficile. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est qu'on nous dit souvent le Startup Studio est le chaînon manquant. En tout cas, il manque un acteur qui va permettre à la fois de gérer les collaborations avec de multiples acteurs extérieurs et puis faire l'interface avec les actifs de l'entreprise en ayant la capacité de s'extraire de tous ces poids internes qui font que c'est très difficile de faire démarrer un nouveau business. Voilà mon feedback. Merci, très utile. Merci. Vincent Charlet, la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique est un laboratoire d'idées qui réalise et publie des études sur l'industrie en particulier à destination du plus grand nombre et qui répondent aux questions qui nous sont posées par les branches industrielles. On s'est penché récemment sur cette question de l'écosystème start-up grande entreprise. Des témoignages qui nous étaient arrivés à ce moment-là, j'ai retenu que, à l'évidence, l'écosystème start-up et même sa sous-partie écosystème start-up grande entreprise est en plein mouvement, en pleine ébullition en France. On est en train de passer un palier, peut-être un autre encore. Il reste du chemin à parcourir, mais bref, les signaux sont au vert et tout le monde se mobilise. Les acteurs financiers, les branches industrielles, les pouvoirs publics, BPI France, enfin bon bref, tout le monde s'y met. Il y a quelque chose dans l'air. J'ai eu l'impression, en contrepoint, que la collaboration grande entreprise start-up, au moins sur les métiers industriels, était sans doute la partie de l'écosystème qui avait le moins changé, ou sur laquelle l'ébullition était la moins imperceptible, notamment sur la question de la confiance. J'ai été marqué par les témoignages de gens qui, comme vous parfois, ont travaillé en grande entreprise avant de fonder leur start-up et qui disent « je les connais bien, je sais bien comment ils fonctionnent avec leurs partenaires, leurs homologues de taille comparable ». Et je vois très bien que je ne suis pas logé à la même enseigne et qu'on me demande des comptes qu'on ne demanderait pas si j'étais toujours, si je faisais le même métier, mais toujours chez Capgemini ou Accenture. Est-ce que vous avez des témoignages à ce sujet? Merci. Ça rejoint l'un des témoignages, monsieur. Donc Laurent Devic, je suis le directeur start-up de la Banque Populaire. Une remarque et puis un exemple. Remarque, c'est ce qu'a dit Simon. C'est peut-être lancer un pavé dans la mare, mais insister sur l'intérêt marqué du grand groupe pour travailler avec la start-up. Moi, j'ai vu se développer un nouveau tourisme ces dernières années. Ça s'appelle le tourisme de l'innovation des grands groupes. Ça veut dire qu'on a des personnes qui viennent s'acculturer sans vraiment avoir envie de porter un projet jusqu'au bout. Là, on a des partenaires, Madame Ray ou Violaine, c'est que les grands groupes sont prêts à financer des prototypes. Et dès lors qu'il y a une facturation, il y a des comptes à rendre dans l'entreprise. Voilà. Donc moi, je vois des startups qui s'époumonnent, qui crament leur temps et leur argent à vouloir séduire des grands groupes qui ne sont pas en capacité de payer un test, une preuve de concept.
Donc cela, il faut les fuir, à mon sens, pour la viabilité des projets. Ensuite, l'industrialisation, c'est un vrai sujet. Un tiers des startups, je dirais que l'on suit, qui n'ont pas été jusqu'au bout de leur aventure entrepreneuriale, ont eu un problème d'industrialisation. Et c'est normal qu'un industriel regarde, je dirais, une startup en se disant, mais est-ce qu'il va être en capacité d'aller jusqu'au bout, porter le projet C'est empirique, il y a une courbe d'expérience à avoir. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une startup qu'on accompagne dans la Drôme, qui a développé, qui avait un brevet pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, pour développer ce que j'appelle moi la Nespresso du parfum. Voilà, donc on a une Nespresso, on a des capsules, on met une senteur, on a le volume de la pièce et puis la fréquence de diffusion, et ça sent bon, etc. Ce qu'ils avaient sous-estimé, c'était le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre le marché de la distribution. Voilà, donc l'activité là a vivoté. Et ils ont, pour un grand groupe, commencé à développer un nouveau système de diffuseur pour un grand groupe de parfums. Ça avait bien démarré, et puis le Covid est arrivé. Voilà, le Covid est arrivé, et donc du coup, tout s'est arrêté. Et l'entreprise a failli s'arrêter aussi. Et puis, l'entreprise Coty, qui est le numéro 2 du parfum mondial, hein, donc c'est Burberry, Hugo Boss, voilà, beaucoup de parfums, a lancé un appel d'offres en plein Covid, en se disant, voilà, nous on veut un testeur sans contact de parfum. Ça a du sens, hein, post-Covid. Et on cherche les meilleures innovations dans le monde. 25 réponses, dont notre start-up là dans la Drôme. Ils sont plus que 2-3 dans la start-up là. Et ils ont gagné cet appel d'offres mondial. Alors comment ils l'ont gagné? C'était annoncé il y a 2 mois dans New York Times, hein, donc voilà, petite start-up de la Drôme, Evry. Et bien ils sont associés à un industriel qui est régional, qui est près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et qui lui va qui a opéré les premiers 1000 prototypes, qui héberge la production, qui a les process industriels automobiles. C'est un accélérateur industriel qui s'appelle Accendus. Et c'est cette collaboration. L'industriel n'a pas pris de propriété intellectuelle pour faire du co-développement. Donc, la start-up reste 100% partie prenante de son innovation, répond à un besoin mondial avec un marché qui est mondial. Et là, on est aussi dans une diversification, dans un pivot d'un marché automobile qui connaît des difficultés. On a une petite histoire régionale, mais qui fait chaud au cœur en tout cas. Effectivement. J'aimerais bien réagir sur les relations. Aussi. Merci. Donc Valérie Chazot, je suis avocate, j'ai fondé le cabinet 3.14 Avocats et en fait on accompagne les startups dans leur contractualisation, donc très très souvent avec des grands comptes. Et bon, du coup c'est plutôt un témoignage parce que si je prends les 12 derniers mois, on a eu face à nous des CMA, CGM, L'Oréal, Alstom, Bouygues, etc. Donc effectivement, le constat qu'on a, c'est que même si la prise de décision est rapide, parce qu'on prend la peine au bout d'un moment dans la start-up de savoir qui il faut avoir en face de nous autour de la table pour que la décision soit prise très rapidement, malheureusement, la contractualisation, un peu comme disait Karim à l'instant, prend beaucoup de temps parce que les process internes du grand compte ne sont pas du tout adaptés. Et la culture, parce qu'en face de nous, on a quand même un directeur des achats qui veut faire son travail et qui est incentivé sur ce qu'il va gagner, donc il va faire sa négo comme s'il était face à un grand compte, alors qu'on est face à une start-up. Bon, je ne parle même pas de la propriété intellectuelle, bien évidemment. Et puis aussi le directeur juridique qui ne va pas forcément montrer beaucoup de flexibilité. Donc on a vraiment des négociations qui sont longues, donc forcément coûteuses en énergie, mais coûteuses aussi pour la start-up qui est obligée de se faire accompagner, très clairement. Elle ne peut pas faire ses négociations toute seule, elle n'a pas forcément la culture ou l'habitude, même si elle peut avoir travaillé dans un grand compte. Et je dirais juste un dernier point pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur. C'est vrai que peut-être cibler des ETI ou des industriels qui sont en dessous de ces grands comptes, c'est peut-être une solution pour aller finalement plus vite sur le marché parce qu'ils n'ont pas forcément des process aussi contraignants en interne. Et du coup, on va arriver plus rapidement à la signature avec un contrat plus équilibré et qui sera gagnant-gagnant en fait. Merci, monsieur. Vas-y, Benjamin. Bonjour, donc moi je suis Benjamin Cohen, je suis le cofondateur de YBrush. Donc YBrush, on est une start-up, une scale-up maintenant même industrielle. On est basé à Lyon, on fabrique on a développé une technologie qui permet de brosser les dents en 10 secondes au lieu de 2 minutes. Et on a choisi de fabriquer ça à Lyon. Donc on a notre propre usine de fabrication, on a industrialisé. Voilà, on existe depuis à peu près 4 ans. Et on a été approché par à peu près une dizaine de très grandes entreprises, principalement des grandes marques mondiales de brosse à dents manuelles ou électriques, qui étaient très intéressées par le concept, par la technologie.
Et au final, on a travaillé, si je résume, avec deux sociétés. Enfin, travaillé. Quand j'ai travaillé, on a échangé, on a eu des accords de collaboration avec 2 sociétés. Et si je résume, ce qui a été le plus compliqué au final, au début, c'était de comprendre quelles étaient les attentes de leur côté et faire en sorte que leurs attentes correspondaient avec nos attentes. Parce que nous, en tant que start-up, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer une entrée au capital, on peut imaginer des accords de commercialisation, du licensing, enfin tout un tas de choses. Et en fait, au début, il y a toujours en tout cas de notre expérience, on a toujours une phase qui était assez complexe pour comprendre ce qu'ils voulaient. Parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent, au final, c'est pas toujours la même chose. Puis de toute façon, avec les discussions qu'on peut avoir au début, forcément, ça évolue, de part et d'autre, d'ailleurs. Et les non-dits dont on parlait tout à l'heure, ça c'est quelque chose de très important parce qu'au final, il y a une espèce de rétention d'informations tant qu'on ne sait pas ce qu'ils attendent, donc de notre côté. Et eux, de leur côté, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et à partir du moment où c'est clair, au final, on est arrivé à collaborer. D'un côté avec la prestation pure et dure et de l'autre côté avec la collaboration qui était beaucoup plus profonde sur le plan de la technologie. Voilà. J'aimerais bien Benoît, réagir. Je vous vois bouillir. Pour moi, un point qui est très important, il ne faut pas oublier que la relation entre une grande entreprise et une start-up, c'est avant tout la relation entre au moins 2 personnes. Et il y a plein d'approches possibles, mais je pense qu'en tant que start-up, si on a une approche par le process, vous posiez la question, est-ce que vous avez des process pour intégrer des start-up? On a perdu d'avance parce que ils demandent on doit passer des barrières qui sont extrêmement difficiles à passer, qui sont usantes. Nous, on n'a pas le temps, on n'a pas le savoir-faire pour passer tous ces process. Et donc, moi, mon approche, c'est d'avoir une approche vraiment personnelle, de chercher le bon interlocuteur au sein du grand groupe, d'avoir des discussions très ouvertes pour se dire tout de suite les choses, presque une approche amicale le plus vite possible et parler au maximum de personnes. Et quand on a trouvé le décideur qui a vraiment envie que ça se passe en interne, c'est là où les choses arrivent. Et donc pour moi, les process, personnellement, je les fuis et j'essaie avant tout de trouver la bonne personne et de nouer une relation. Et donc comment on noue ces relations? Nous, dans le jeu vidéo, on a des salons internationaux dans lesquels il y a tout le monde. Il faut absolument y être. C'est un investissement pour une start-up. Au départ, je me rappelle, quand j'ai dû mettre plusieurs milliers d'euros pour aller faire un gros salon à San Francisco, je me demandais vraiment si c'était rentable parce qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et ça a été extrêmement rentable et encore aujourd'hui, j'en tire des bénéfices. Donc, j'imagine que suivant les secteurs, on peut s'y prendre d'une manière ou d'une autre. Mais moi, en tout cas, j'encourage énormément l'informel, le relationnel et multiplier les discussions. Parce qu'aussi, on apprend énormément de choses en plus de trouver les personnes avec lesquelles on pourra travailler. Oui, j'allais me tourner vers vous sur cette question de l'identification de la bonne personne. Ça peut paraître évident et en fait c'est très compliqué parce que dans vos entreprises il y a beaucoup de gens et pour repérer celle qui pourra vraiment servir de levier, premièrement comprendre, ça a été dit à plusieurs reprises, faut comprendre ce que l'autre vraiment veut vraiment ou offre vraiment. Donc pour comprendre et ensuite pour faire levier pour que ça avance dans l'entreprise, c'est un point clé. Ouais, c'est clairement un point clé et je rebondis complètement. C'est-à-dire, je pense que l'informel, la confiance, on parlait de confiance aussi, c'est d'abord une affaire. Enfin, on est une start-up, on fait pas le poids. On n'a pas les process, on peut pas montrer patte blanche. On n'a pas de service juridique, on n'a pas de service enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Et donc, il y a un moment où il faut effectivement que ce soit une relation de confiance entre 2 personnes. Et c'est. Alors, il y a effectivement les rencontres. Donc, tu parles de salons. Nous, c'est peut-être moins vrai dans notre situation, mais effectivement des rencontres, on va dire, peu importe le canal. Après, il y a quand on est de toute façon, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de fou. Moi, je rebondis là-dessus parce que je suis la première à dire, mais en fait, les clients et nos premiers clients encore plus, mais à la base, ils sont fous. Il y a une part de folie. Ils y ont cru. Et ils se disent, ouais, ça peut apporter quelque chose. Et finalement, on construit ensemble. Donc, pour construire cette relation-là, moi, ça va être plutôt être très à l'écoute.
de leurs attentes et justement éviter les problèmes de non-dit parce qu'on a construit une relation humaine et je suis très transparente. Quand je suis en échange avec un grand groupe, avec mes interlocuteurs, je suis très transparente. Et il y a des moments, je me dis, est-ce que j'ai raison? Mais oui, en fait, je pense que oui, j'ai raison. De leur dire vraiment en toute transparence là où on en est, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, comment on va procéder, d'être très à l'écoute aussi en face des attentes et tiens, on pourrait peut-être faire ça, oui, pourquoi pas. Donc finalement, on est très flexible alors pas sur notre produit, pas sur ce qu'on fait, pas sur ce qu'on développe, mais par contre très flexible sur la manière dont on va venir proposer cette proposition-là dans leur groupe pour que ce soit le plus facile pour eux. On essaye d'identifier ce qui est les points de friction. Tiens, il y a un problème d'organisation du travail parce que nos personnes sont postées. Donc comment est-ce qu'on va faire pour les libérer? Et très bien, on va chercher des solutions ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment ce côté-là humain, direct, qui permet d'aplanir énormément de difficultés. En tout cas, pour nous, c'est le cas. Oui. Rebondir justement avec du coup le côté entreprise. Et effectivement, nous, depuis 2016, c'est ce que j'expliquais, on était en veille sur l'écosystème et on sourçait des solutions de start-up, comme si on allait servir sur des étagères. Et vous avez dit un truc qui est très vrai et on est en train de pivoter justement sur notre stratégie là-dessus. C'est qu'en fait, nous, c'est pas des solutions qu'on va chercher, c'est des réponses à nos problèmes. Et des fois, ça matche pas. Donc, par rapport à une start-up, on se dit, tiens, sur le papier, ça a l'air bien, ça va répondre à notre problème. Mais si la start-up est pas effectivement ouverte au problème, quand on veut la ploguer, il faut un petit peu adapter, il faut un peu pivoter. Donc, il faut être dans cette relation de confiance qui fait qu'on va construire ensemble une solution à notre problème et pas une solution qu'on va chercher toute prête, quoi. C'est pas du prêt-à-porter qu'on veut chercher, c'est vraiment un truc sur mesure. Ça, c'est le premier point. Et après, pour répondre à la question, l'adaptation des process, alors oui, nous, au début, en 2017, on a sorti notre Starter Pass. C'était un process achat allégé, mais j'ai vite compris que c'était pas suffisamment allégé, même si on avait fait beaucoup d'efforts. Après, je rejoins la vraie clé de réussite, c'est effectivement de trouver le bon décideur qui a le bon niveau de décision. Mais il faut que l'entreprise soit mûre pour ça. Donc, il faut que ce soit une démarche stratégique de l'entreprise. Et nous là, aujourd'hui, l'innovation m'est rattachée. Moi, je suis au comité de direction générale. C'est vrai que si j'ai envie de lancer un proto, parce que j'ai un budget, donc effectivement, je peux financer de la R&D avec une start-up. Je mets le stempel, après ça tombe dans les griffes des achats, des juristes, etc., etc. Si j'y vais pas et je leur dis je m'en fous, débrouillez-vous pour que ça marche, ça le fera pas. Et si on passait dans nos process, voilà. Donc c'est du sponsoring en fait en interne. C'est de l'énergie aussi pour nous, mais c'est un vrai sponsoring au bon niveau. Mais l'entreprise, pour prouver qu'elle est mûre à la limite, puisque nous on a créé une structure qui m'a rattachée, qu'on a appelée Nouveau Business. J'ai 3 personnes, 3 chefs de projet qui travaillent là-dessus, qui me sont rattachés, donc qui ont une courroie de transmission avec la direction qui est très courte, qui sourcent, qui travaillent, qui nous vendent leurs idées, leurs solutions, qui nous présentent des startups, et ça décide vite. Mais voilà, c'est aussi à l'entreprise effectivement d'adapter son organisation, peut-être en mode un peu lab, pour pouvoir adapter les process au fur et à mesure. Mais refondre nos juristes, nos achats, d'un seul coup, on y arrivera, mais avec le temps, on apprend en avançant. Donc voilà, il y a aussi les entreprises qui se transforment, qui s'adaptent, qui se transforment un peu pour travailler différemment. Voilà. Ça peut se faire évidemment qu'au long cours, puisqu'on est sur les questions culturelles et le temps humain est toujours le plus long. Bérangère, vous sur cette question du non-dit, de comprendre ce que l'autre veut vraiment apporter, ce dont on a vraiment besoin, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Alors, je l'évoquais déjà un peu tout à l'heure, effectivement, les premiers écueils qu'on a eus, étaient vraiment la résultante de ce que vous dites. Je veux dire, quand on ne s'est pas tout bien dit au départ, et là, forcément, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il y a effectivement les relations humaines. Faut que des personnes aient envie de travailler ensemble, c'est évident. Après, je dirais qu'il faut aussi que les sujets soient stratégiques pour l'entreprise. Quand même, je pense que voilà, si c'est vraiment dans le cœur des développements stratégiques, on a quand même plus de chances de trouver des bons accords. Il faut aussi que les valeurs soient les mêmes. Je pense que c'est essentiel. Enfin,
voilà, enfin, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, même au niveau de ce qu'on veut faire ensemble sur le marché. Donc les valeurs, je pense que au-delà même de la relation humaine, sont importantes. Et ensuite, enfin, je vois, oui, c'est long, mais je trouve qu'aussi les longueurs juridiques et autres protègent les deux parties, parce qu'il faut travailler sur la protection protection intellectuelle, etc. Donc, mais je trouve qu'avec le temps, il y a quand même pas mal de modalités qui se sont créées. On crée au départ des partenariats, des accords de collaboration. Enfin, on fait des choses très light pour commencer à travailler ensemble, à regarder ce que ça donne, si on est sur la même longueur d'onde, si on a. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui émergent. Quand même, on va pas tout de suite vers des grands chantiers juridiques, etc. ensemble. Hein. On voit qu'il y a quand même, en fonction de, voilà, est-ce qu'on est prêt, pas prêt. La grande entreprise ou la start-up, hein, on essaie. Donc on fait beaucoup de tests, de partenariats au départ qui n'engagent pas de manière très très forte les uns les autres. Et puis si ça marche, si on est sur la même longueur d'onde, après on décide le niveau d'intégration, le niveau de... Il y a beaucoup de tests et de parties préalables que l'on met en œuvre aujourd'hui pour ne pas s'engager d'un côté comme de l'autre trop rapidement ou avec trop de lourdeur. Alors, il y a un autre point clé qui a été évoqué à travers différents témoignages, hein, que Laurent a exprimé de manière tout à fait claire. Hein, c'est dès qu'il y a une facturation dans une grande entreprise, il faut rendre compte. Et donc ça c'est parfois compliqué. Il y a notamment, on a parlé du temps de décision, mais il y a aussi le temps de l'entreprise, c'est-à-dire que la grande entreprise, elle a fait plus confiance à une grande structure dont elle est à peu près sûre qu'elle existera encore dans 6 mois ou 1 an. Avec une start-up, c'est plus compliqué. Comment est-ce que vous adressez cette question, Violaine Bérangère? Des résultats, c'est ça? Non, le fait que quand une grande structure noue un contrat avec une petite, elle se pose fatalement la question de sa survie à brève échéance. Enfin, moi j'ai entendu plusieurs témoignages hein, de grandes entreprises qui ont renoncé à travailler avec des startups qui avaient l'offre qui leur convenait, beaucoup plus que ce qu'elles ont acheté auprès d'un gros fournisseur, et elles ont renoncé à le faire parce qu'elles se sont posé la question et elles s'en sont mordues les doigts ensuite pendant des mois, parce qu'elles n'avaient pas le truc qui leur convenait. Mais tout le système de procédure d'achat, etc., dit non, vous n'allez pas prendre ce petit truc, là, on ne sait pas. Et voilà, comment est-ce que vous faites pour surmonter ça? Alors c'est une bonne question. Enfin, j'ai pas l'impression que, en tous les cas, que ce soit nécessairement un point bloquant. Je pense que peut-être il y a les étapes préalables qui font que, voilà, si on est passé par plusieurs étapes, après ça se fait un peu naturellement. Voilà, j'ai pas le sentiment qu'on se trouve confronté à dire bah non, je laisse tomber parce que c'est trop. Non, je pense que c'est plutôt de prendre les étapes petit à petit, et généralement ça aboutit, oui. C'est la démarche que vous décrivez auparavant. Simon? Ouais, il y a aussi la crainte parfois pour certaines entreprises de créer une relation de dépendance avec les startups et d'être le plus gros client, et donc si on arrête le contrat, de potentiellement être responsable ou co-responsable de l'arrêt d'une entreprise. Et ça, c'est une crainte, nous, qu'on a déjà entendu exprimer et sur lesquelles aussi on essaye de travailler. Et là-dessus, je voulais réagir aussi peut-être sur la question du POC que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que c'est très important de ne pas faire des POC juste pour faire des POC, parce que ça crée de la frustration de part et d'autre. Et c'est pour ça que, comme le disait Bérangère, que c'est important de lier la preuve de concept et donc l'expérimentation à un sujet stratégique, et d'intégrer les directions métiers dès le début du concept. Parce que souvent les directions innovation ont peu de budget, parfois on voit qu'il y a certaines qui sont assez scellées dans l'entreprise, donc elles ont les moyens parfois de financer des POC, mais pas de financer le passage à l'échelle. Et donc pour ça, c'est important qu'en fait, dès le début de l'expérimentation, ils intègrent leur direction métier et les personnes qui vont être derrière amenées à collaborer avec les startups sur du plus long terme pour vérifier que la solution correspond bien à leurs enjeux, que ça adapte à leurs problématiques, que ça pose pas des problèmes à la direction achat, à la DSI, au service juridique, parce qu'il y a effectivement des freins potentiels au sein de l'entreprise, et de pouvoir intégrer comme ça tout le monde dès le début pour être en perspective d'industrialiser in fine, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire pour une start-up que de faire un POC qui derrière n'a pas les moyens d'être industrialisé, parce que ça n'a pas été pensé dès le début de l'aventure. La même thématique se pose pour tous les projets d'intelligence artificielle.
C'est-à-dire que quand au sein d'une grande entreprise, on veut intégrer des processus d'intelligence artificielle, il faut de plus en plus intégrer tous les métiers dès l'amont et toutes les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise pour que ça puisse avancer vraiment et pour qu'on puisse dépasser le POC et aller au-delà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, Juste pour Carole. compléter, on revient à l'intérêt du copil, justement. C'est-à-dire d'identifier dès l'amont tous ceux qui vont être concernés, pas seulement sur le POC, mais aussi sur le long terme. Et juste pour compléter, c'est aussi charge, responsabilité à la start-up aussi, nous, de comprendre ce qu'il faut, ce qui va être nécessaire dans le processus de décision pour l'apporter aux membres qui vont faire le POC. Qu'est-ce qui va nous permettre, quels sont les objectifs du POC, quels sont les objectifs long terme et qu'est-ce qui va nous permettre de les valider ou pas et d'aller récupérer des données pour permettre de donner des billes de décision pour la deuxième étape. Anthony, puis ensuite on revient vers la salle. Qui est important. Il y a un terme qu'on n'a pas employé mais qui est très important, c'est le terme de risque. On l'a dit, d'accord. Oui, tout de même. Non, mais quand vous posez la question comment fait une grande entreprise pour s'assurer que la start-up ne va pas disparaître, etc. À un moment donné, si on veut du rendement, il faut aussi prendre le risque. Donc, il y a aussi une culture du risque à développer. Et puis, on a des outils macroéconomiques et microéconomiques qui permettent ensuite d'optimiser le risque, de minimiser le risque, d'avoir des garanties, des collatérales et compagnie. Mais il ne faut pas oublier que là où il y a du rendement, c'est qu'il y a eu un risque au départ qui a été pris. Pas qu'il y a un échec et que ça fait aussi partie du process de l'innovation. Mais avec toujours la nécessité de rendre des comptes. Autre intervention de la salle. Peut-être monsieur qui n'a pas encore parlé, monsieur aussi. Hop. Bonjour, je m'appelle Manuel Osséré, je suis consultant sur le sujet du pitch chez formationpitch.com. J'ai fondé et travaillé pendant 5 ans dans une start-up deep tech. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des grands groupes, de monter des partenariats avec Total en particulier et l'Institut français du pétrole. J'ai une anecdote et une réflexion pour vous. La réflexion, c'est que quand une entreprise, quand une start-up s'engage dans des phases de test, on va dire presque sans enjeu, les premiers tests, les premières discussions avec un grand groupe, il ne faut pas oublier que du point de vue de la start-up, ça reste un engagement de ressources extrêmement significatif. Parce que si vous avez 2 personnes qui travaillent dans une start-up et qu'il faut mettre les moyens pour aller avancer jusqu'à la preuve de concept, ou même jusqu'à la définition d'une idée, etc., ça peut représenter jusqu'à 100% des ressources de la start-up. Et donc même s'il n'y a pas de conséquences en termes de contractualisation, etc., le fait d'aller jusqu'à ces premiers échelons qui ont l'air sans importance représente déjà des efforts très significatifs pour les startups. Et donc, c'est un risque vraiment très important dans ces cas-là. L'anecdote, c'est que l'Institut français du pétrole, avec qui on avait installé de nombreux tests opérationnels, nous a recontactés pour continuer ces tests 6 mois après la fermeture de l'entreprise. Bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphane Galli, je suis le fondateur d'un institut et d'une école qui est 100% dédiée au management d'innovation, qui est née à Lyon. Moi ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de certaines formes de collaboration entre les startups et les grands groupes, basées notamment sur le développement de nouvelles activités et le développement de l'innovation dans les grands groupes, mais vous en parliez tout à l'heure Anthony, c'est aussi une question de management et de culture, et aujourd'hui on voit de plus en plus d'entreprises qui soutiennent des startups, qui collaborent avec elles de 2 manières, sans arrière-pensée, j'allais dire, à court terme, avec la volonté de plutôt transformer leur culture interne, développer une culture de l'innovation, développer un mot qu'on n'a pas utilisé encore aujourd'hui, qui est l'intrapreneuriat. Et je cite 2 exemples à Lyon, un qui s'appelle Groupama, que vous connaissez peut-être. Vous avez toute une cellule innovation, ils soutiennent des startups qui n'ont pas de lien direct avec leurs activités, c'est remarquable. Et vous avez également une association qui s'est montée, qui s'appelle Alliance et Territoires, qui fédère 22 des plus gros employeurs de la région, et qui utilise une formule fiscale qui s'appelle le mécénat de compétences et qui pour enrichir des dirigeants, des cadres dirigeants, mais ces cadres dirigeants en mécénat de compétences au service de start-up de la région. Donc il y a d'autres manières d'innover. Bien entendu, toutes celles que vous avez citées sont néanmoins remarquables. Merci, je crois qu'il y avait d'autres réactions. Sur les réticences que peuvent avoir des grands groupes à travailler avec des startups, je pense que c'est un faux problème. Ce qui a été dit, c'est que est-ce qu'on croit dans l'équipe?
Est-ce qu'on croit dans sa capacité à tenir sur la durée? Est-ce qu'on croit dans sa capacité à pivoter? Et ensuite, c'est par step, on a une première expérimentation, voici ça marche, on a un deuxième niveau, etc. Et c'est la confiance qui s'instaure. Et là, à un moment donné, on va plus loin que ce qu'on aurait fait en premier contact. Donc voilà, pour moi, ça c'est un faux problème. Voilà, si la confiance est là. Deuxième point dont je vous ai parlé, ça m'échappe du coup, les grands groupes. Écoutez, excusez-moi. Voilà. Ça reviendra plus tard. Rebond, réaction, retour de votre part sur les différents. Oui, je pensais à un point qui est important. Je reviens sur la question de la relation. Il y a la question du temps long et avec les grands groupes et le fait de pas vouloir forcément signer quelque chose avec eux tout de suite, mais déjà se satisfaire de cette relation parce qu'elle va nous amener d'autres relations, d'autres opportunités et aussi un sentiment de travailler d'égal à égal entre les deux personnes. Parce que je trouve qu'un des points qui est compliqué, c'est le sentiment d'infériorité qu'on peut avoir en tant que start-up face à un grand groupe qui nous décrédibilise et qui fait qu'on n'ose pas se dire certaines choses parce qu'on se dit il y a tellement d'enjeux dans cette relation que je vais pas prendre de risques et au final on perd des opportunités. Donc moi je sais que on a fondé la société il y a 4 ans. Il y a des gens que j'ai rencontrés il y a 4 ans qui me rappellent aujourd'hui et c'est des opportunités qui existent toujours et qui sont là du fait de la non-recherche d'une signature immédiate. Et ces gens-là m'ont mis en contact avec d'autres personnes, ont augmenté ma crédibilité auprès d'autres personnes, donc ça c'est important. Il y a un point qui est clé aussi sur l'innovation, on l'a dit mais d'une manière indirecte, mais moi c'est quelque chose que j'ai réalisé très récemment, c'est effectivement il n'y a pas d'innovation sans risque. Et à partir du moment où on a compris ce simple fait, ça aide soi-même à prendre des risques pour innover et parfois à convaincre des interlocuteurs qui n'oseraient pas prendre de risques. S'ils croient qu'ils peuvent innover sans risque, ils se trompent. Et puis je voulais aussi dire quelque chose dans les relations entre les grandes entreprises et les startups. Nous, on a aussi une problématique d'attractivité. Donc on se retrouve souvent à vouloir recruter les mêmes candidats que des grandes entreprises. Et c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous. Souvent, on peut avoir l'attractivité en termes de salaire est plus forcément si différente, mais la question se fait en termes d'image. Et je suis assez fasciné par le fait que une grande partie des candidats va préférer les grandes entreprises, alors qu'en réalité, en termes d'opportunités et d'intérêt du poste, en règle générale, ça sera plus intéressant dans une petite entreprise. Ils pourront beaucoup plus progresser, avoir beaucoup plus de responsabilités plus vite et avoir une carrière plus impressionnante, plus rapide. Mais on voit malgré tout que les quelques fous, encore une fois, qui choisissent la start-up par rapport à la grande entreprise, en général, c'est aussi des personnes qui sortent un petit peu du commun et finalement, on est content de recruter celle-là. Autre réaction, commentaire, intervention, Simon? Juste sur ce dernier point, je pense que c'est peut-être aussi un peu spécifique à l'industrie du jeu vidéo, parce que nous on voit aussi dans d'autres domaines où finalement des startups peuvent être beaucoup plus attractives, même à salaire moindre, pour justement l'opportunité de développer des compétences, d'avoir plus de responsabilités plus vite, de monter aussi dans un projet qui va lui-même croître assez rapidement et donc avoir aussi cette opportunité là. Et nous, on voit bien qu'un certain nombre de partenaires qui travaillent avec des startups ou qui travaillent avec H7 ont aussi un enjeu de marque employeur et RH qui peut être assez fort de ce point de vue-là pour essayer d'attirer des talents et de se connecter à un écosystème qui fédère un certain nombre de talents. Carole, est-ce que vous avez cette même problématique? Non, alors oui, effectivement, je suis plus proche de ce que dit Simon. Je pense que dans notre industrie à nous, on n'a pas de concurrence directe avec un grand groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient travailler chez nous, en fait, est attiré par l'innovation. On travaille sur des technos qui sont juste hyper motivantes. On est en train de défricher quelque chose. On est 3 dans le monde. Il y a des Américains, des Singapouriens et nous. Donc c'est l'opportunité de faire quelque chose, une première mondiale. Et
Et ça, c'est extrêmement motivant. Et en face, dans les grands groupes, il n'y a pas cette offre-là. Donc ceux qui viennent, alors oui, quand même, on cherche des bac plus 5 en informatique, en robotique, etc., en intelligence artificielle. Donc forcément, ce sont des profils qui sont très demandés ailleurs. Donc il y a quand même cette petite tension, mais on n'a pas un grand groupe qui fait la même chose que nous et qui aurait du coup en plus l'image sur le CV. C'est vraiment deux choses très différentes de venir travailler chez nous, de venir travailler dans un grand groupe. Donc je me retrouve pas totalement là-dedans. Et juste peut-être pour rebondir par rapport à ce que disait Laurent sur le step by step, ça j'en suis convaincue, c'est-à-dire justement la confiance, elle se construit aussi par le step by step. Et c'est même intéressant, alors pour nous qui avons des temps de développement longs, on a 5-6 ans de R&D derrière nous, on n'a toujours pas terminé, on a encore plein de choses à faire. On a commencé à travailler avec les grands groupes, avec Bouygues Télécom en l'occurrence en février 2019, puis après très vite avec plein d'autres grands groupes, avec une pré-commercialisation, c'est-à-dire que tout n'était pas terminé, mais on allait leur proposer, nous on allait récupérer de la donnée, eux venaient tester auprès de leurs salariés, voir si ça leur plaisait, voilà, et sans prendre un grand risque, parce que finalement on restait, alors pour le coup on perdait de l'argent quand on y allait, mais on restait dans la salle, on était là, il y avait un humain avec le dispositif, donc finalement ils avaient quelque chose de très innovant à proposer à leurs salariés. En même temps ils se disaient tiens, si jamais ça leur plaît vraiment, peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin quand la start-up sera prête. Nous on récupérait de la donnée, donc c'était vraiment du gagnant-gagnant. Et les grands groupes qui nous ont fait intervenir à cette période-là nous suivent toujours, et à chaque fois qu'on passe un nouveau stade de développement et d'autonomie, nous font intervenir sur les nouvelles modalités, donc sur des temps plus longs, et donc finalement on co-construit, c'était le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, mais il est très juste. Nos premiers clients sont des partenaires de co-développement. Alors oui, je voulais revenir vers vous parce qu'il y a un point que vous avez évoqué et sur lequel il n'y a pas eu de réponse. C'est ça marche. Je schématise, mais ça marche assez bien collaboration start-up grand groupe pour l'innovation incrémentale. C'est beaucoup plus compliqué pour l'innovation de rupture. Alors, est-ce que vous voulez préciser ce point ou est-ce que j'envoie non, mais si vous avez des précisions, des exemples aussi à donner. Oui, on a plein d'exemples. Est-ce que je peux juste rebondir sur la notion du risque avant? Parce que ça me semble clé. Ouais, ça me semble clé parce qu'en fait, une start-up, c'est une organisation temporaire ou transitoire pour trouver un business model qui fonctionne. Donc en fait, la principale valeur qu'une start-up crée, c'est le dérisquage d'une idée. Et je pense que les start-up ne sont pas assez mentalisés, et les grands groupes, de manière générale, ne sont pas assez mentalisés pour évaluer, caractériser et quantifier la réduction du risque qu'une start-up apporte sur un projet, à un business, à une activité, un risque technologique, un risque marché, un risque humain, un risque financier, opérationnel, réglementaire, tout ce qu'on veut. Alors, l'entreprise peut amener aussi une réduction du risque en apportant des actifs, une approche, des canaux de distribution, des moyens de production. Et donc on passe beaucoup plus de temps à se poser la question de qu'est-ce qu'on apporte sur le fond. Et donc là, la start-up, elle va tirer les freins en disant je vais pas dévoiler ma sauce secrète, j'ai envie de dire. Alors qu'en fait, c'est le principal sujet. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur que l'entreprise puisse copier ce qui a été fait. De toute manière, l'entreprise, elle n'est pas faite. Elle n'est pas organisée, mentalisée pour faire ce que la start-up fait. Donc il n'y a aucune chance que l'entreprise récupère le retard. Et donc je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à mesurer, en tout cas pour la start-up, je pense que c'est comme ça qu'elle valorisera ce qu'elle apporte, quelle est la réduction du risque qu'elle apporte sur le sujet qui est discuté entre l'entreprise et la start-up. Je pense que c'est fondamental. Et il faut que l'entreprise mère le reconnaisse aussi, parce qu'à un moment donné, ça a beaucoup de valeur. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus parce que ça me semble absolument fondamental. Alors après, pour la question de... Quelle était la question? Ah oui. Quand on veut aller sur de l'innovation significative, même sans y mettre le mot de rupture, en fait, souvent la start-up, elle n'est pas... elle apporte pas toute la réponse. En fait, elle apporte une brique, une partie de la solution. Donc il va falloir faire de l'assemblage et pas uniquement du Lego, c'est-à-dire qu'il va falloir... assembler de manière très imbriquée, avec des réglages, des paramétrages, des process qui vont être différents. Donc la start-up, elle apporte qu'une partie de la solution. Et l'entreprise, elle n'est pas organisée pour le faire. Donc, parce que elle est organisée pour faire fonctionner un camion qui va rouler le plus vite possible avec le plus gros tonnage. Et là, ce qu'on demande de faire, c'est de faire tourner un karting sur une route de montagne verglacée, sans le GPS, sans le plan, avec des boulons qui sont pas tout à fait serrés. Voilà, donc la conduite, c'est pas tout à fait la même entre le gros camion et le karting.
Donc ce qui manque souvent, c'est des équipes qui vont à la fois être capables d'appréhender le projet dans sa globalité. Donc là, il y a des gens de l'entreprise mère qui ont cette capacité-là, parce qu'ils ont une vision globale, une analyse de marché qui est globale. Et puis aussi des personnes qui vont apporter les briques. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples. On a créé des startups from scratch avec EDF, par exemple, Danone, avec des gens, avec Michelin, mais en excubant le projet. C'est-à-dire en créant un environnement qui est ni à l'intérieur de l'entreprise, ni porté uniquement par la startup, en créant une startup, ce qu'on a appelé une méta-startup, qui va regrouper différentes briques, qui peuvent venir à la fois des startups externes, des laboratoires de recherche et des actifs de l'entreprise. Donc un build-up de start-up, c'est pour prendre des mots-clés en ce moment, build-up de start-up, qui va être excubé à l'extérieur et porté par des... Excusez, je fais plein de mots pour rebondir sur ce que disait Stéphane. Donc des extrapreneurs, et non pas des intrapreneurs, et ni des entrepreneurs. Donc il y a des nouvelles catégories, une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui se crée, parce que ça peut ni se passer dans l'entreprise, ni se passer dans la start-up. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Je voudrais juste rajouter un petit point très court par rapport à ça. Moi, ma conviction personnelle, avant de fonder cette entreprise, j'ai lancé et dirigé Lyon Startup dans lequel vous êtes aujourd'hui, donc j'ai vu passer pas mal de boîtes. C'est que l'innovation de rupture, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est extrêmement difficile à apporter à un grand groupe. Et en fait, il faut des moyens très importants pour y arriver. Et Manuel Océré, c'est peut-être la personne dans cette pièce qui avait l'innovation de rupture la plus impressionnante. Et malgré tout, la société a dû s'arrêter. Et donc, moi, j'ai l'impression juste que plus on est en rupture, plus il faut des moyens très importants. Et ça, il faut le réaliser très tôt dans le cycle de la start-up. Anthony ? C'est un point qui est intéressant, l'innovation de rupture. Internet, par exemple, qui est une innovation de rupture, ça a été inventé par l'État américain, pas par une entreprise. Ensuite, tout ce qui découle d'Internet, Facebook, c'est une grande entreprise. Waze, c'était une start-up qui maintenant est associée à une grande entreprise, ainsi de suite. Donc en fait, il ne faut pas négliger le rôle aussi de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale et donc les collaborations avec les centres de recherche, les universités. Voilà. Et je pense que l'innovation de rupture, elle peut... D'abord, c'est pas tous les jours qu'on a des innovations de rupture. C'est 2 fois peut-être dans un siècle. Enfin, donc faut pas attendre des innovations de rupture comme si c'était quelque chose qui arrivait souvent. Bon, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, les innovations de rupture, je pense vraiment qu'elles peuvent naître à partir du moment où on a cette collaboration start-up, donc culture un peu avec le grain de folie, pour reprendre l'expression. Donc la start-up avec son grain de folie, la grande entreprise qui a des moyens et qui a des processus pour industrialiser le grain de folie, mais également cette troisième partie qui est la recherche fondamentale et donc les liens qu'il faut nouer, les partenariats qu'il faut nouer avec les universités. Voilà. Violaine. Oui, je veux bien réagir et merci parce que c'est vrai que ça fait 2 minutes, je me dis mais l'innovation de rupture, je réfléchissais, je dis mais c'est quoi l'innovation de rupture pour moi ? En fait, je pense que c'est même pas une fin en soi, c'est un peu un mythe. Moi, je cherche pas, je suis responsable inno, mais je cherche pas à faire de la rupture. Moi, je cherche à chercher de la diversification, des nouveaux relais de croissance. On cherche à faire du business. Donc après, on a notre identité, on a notre raison d'être, nos missions, on a nos clients et nos marchés. Donc on cherche des solutions à vendre à nos clients. Donc en fait, on est sur de la diversification, du pivot, comme les startups un peu, mais pas sur vraiment de la rupture, parce que effectivement, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'investissements, et en fait, on n'est pas prêt à le faire, quoi. On a nos budgets, on commence à mûrir sur l'innovation incrémentale, mais l'innovation de rupture, non, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas ce que je recherche, moi. Bérangère ? Oui, peut-être. Pour ce, monsieur vient de signaler que c'était aussi une question de secteur d'activité. C'est différent dans la banque, dans le jeu vidéo. Que dans l'industrie. Attends, on vous entend pas sur micro. On vous entend. C'est pour ça que j'avais pris le temps de dire, c'est la précaution de dire, moi je me positionne pas sur le rupture, c'est qu'il y a l'incrémental, le rupture, et là effectivement on est dans des choses qui sont absolument imprévisibles et peuvent toujours souhaiter. Je parlais d'innovation significative, qui est plutôt sur la création de nouvelles activités plutôt que de la digitalisation ou de l'incrémental.
pendant le transfert du micro, je voudrais juste rajouter quelque chose. Nous, en fait, dans les jeux vidéo qu'on fait, on innove en matière de design. Et en fait, si je regarde bien, ça a été notre plus grosse difficulté pour convaincre des grands groupes de collaborer avec nous. C'est-à-dire que l'innovation, on voit ça comme un point fort. C'est un point fort pour nos consommateurs une fois qu'ils l'ont compris, une fois qu'ils l'ont comprise. Mais en attendant, c'est plutôt une difficulté dans la relation. Juste un point sur les innovations de rupture. La définition d'une innovation de rupture par le spécialiste mondial de l'innovation qui s'appelle Christensen et qui travaillait à Harvard, c'est que une innovation de rupture, elle ne sert pas le gros du marché quand elle est présentée au marché pour la première fois. Donc en gros, les très grandes entreprises qui ont l'objectif de faire croître leur chiffre d'affaires de peut-être 5 ou 10% par an, elles doivent servir prioritairement leurs plus grands clients. Et du coup, si une innovation qui présentée au marché ne sert pas aux grands clients, à l'évidence, les grands groupes, ça ne va pas les aider à faire croître leur chiffre d'affaires. Donc, ils ne peuvent pas s'en saisir structurellement. C'est impossible. Et c'est pour ça que ça doit être fait nécessairement à l'extérieur de la grosse structure, avec des sous-structures indépendantes, des rachats ou la construction de nouvelles entités avec des start-up studios. L'histoire montre uniquement des exemples dans ce sens-là. Merci, c'était juste pour rebondir parce qu'on a évoqué en fait tout à l'heure c'est quoi le risque, c'est quoi l'innovation. Nous typiquement sur le projet là, on travaille à maîtriser des risques de dérive de coûts liés à des volatilités de prix marché. Voilà, donc c'est assez pointu quand même. On fait de l'innovation grâce à de la data science et de l'expertise métier. Donc Thierry c'est un docteur en sciences et il travaille depuis plus de 30 ans sur la data. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce message qu'on adresse, si en face, il n'y a pas des personnes qui sont réceptives, qui pensent, tiens, je peux travailler avec une start-up, j'arrive à le faire. Maintenant, comment j'intègre l'innovation? L'innovation, qu'elle soit de rupture, qu'elle soit incrémentale, derrière, c'est comment je la transpose chez mon utilisateur. Et ça, cette relation à bâtir, elle est complexe, elle n'est pas évidente. Elle peut partir des rencontres, elle peut partir d'un réseau, mais à un moment donné, dans un grand groupe, c'est quelle vision on a et qui la porte et comment j'adresse le marché, l'écosystème. Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce qu'on s'est dit. Merci. Il est important que le groupe qualifie bien ce qu'il recherche. Ça a été dit plusieurs fois. Je vous le dis ça parce que nous, on est en train de lancer une journée Open Innovation sur la région, sur la France, pour rechercher des solutions. Et pendant 6 mois, on était challengé par un tiers, parce qu'on est passé par un tiers. Parce que nous, on sait ce qu'on veut, mais entre nous, mais on ne va pas jusqu'au bout. On pense savoir ce qu'on veut, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? On s'est dit, mais on cherche des solutions dans quel domaine? Si on trouve ces solutions, est-ce qu'on est prêt à financer des tests? Si ces tests sont concluants, est-ce qu'on est prêt à aller au-delà et tester sur un territoire avec des clients? Voilà. Et du coup, ça a quand même très fortement, je dirais, affiné l'éventail de solutions recherchées. Mais ce tiers, donc c'est un pôle de compétitivité qui est dans ce secteur, et donc c'est son travail. Il nous a challengé pendant 6 mois. Et aujourd'hui, on a détecté, je dirais, des champs d'activité comme la data, le pilotage de la trésorerie pour nos clients, les nouveaux métiers d'assistance à domicile, etc. Et donc, on est accompagné, et c'est toute l'importance d'être accompagné par des tiers sur la présélection. Cette démarche, on le fait bien sûr BPORA, mais on le fait aussi avec la direction nationale du groupe, parce que les décisions, c'est au niveau du groupe. Alors bien sûr, les temps sont plus longs, on l'a dit. C'est comme, j'ai lu un article il y a quelques mois sur Startup Sexy, Unsexy. Sexy, c'est du B2C, on peut faire des premières ventes facilement. Unsexy, c'est du B2B. Mais quand ça délivre à l'échelle nationale, c'est un autre modèle, c'est un autre niveau de développement. Mais tout ça pour vous dire que important lorsqu'on travaille avec un grand groupe, c'est est-ce que les besoins ont bien été validés et validés par le top management? Est-ce que top management est prêt à prendre du risque? Est-ce que l'innovation est présente dans ce top management? Ça, c'est vraiment 3 feux verts. Si on a ça, je pense qu'on ne va pas perdre son temps. Y a-t-il une personne dans la salle qui ne s'est pas exprimée, qui voudrait le faire? C'est le dernier moment, dernière fenêtre. Personne? Bon. Parce que donc notre échange touche à sa fin. Je voudrais demander à chacun de nos intervenantes de premier tour de conclure à leur tour et de faire chacun un vœu pour que ça marche mieux. Benoît.
Alors, je suis pas très inspiré, mais pour moi, la dernière intervention, elle était clé. C'était de dire il faut avoir des interlocuteurs qui comprennent l'innovation. Et en fait, ça c'est extrêmement difficile. En fait, l'humain par nature n'est pas innovant. Je pense que c'est une toute petite partie de la population qui a l'innovation en elle. Et tout le monde trouve l'innovation sexy, mais une fois qu'elle a été validée par le marché ou par un expert. Donc voilà, mon souhait, c'est qu'il y ait plus de personnes innovantes en capacité de prendre des décisions. Bon, le journaliste résume ça en 3 mots, ouvrir les esprits. Simon? Je rejoins un peu cette idée. Nous, quand on travaille avec les directions de l'innovation, à chaque fois, ils nous disent il faut qu'on ait un sponsor dans notre top management qui va nous permettre de porter le projet. Et donc, moi, je souhaite que tous les top management soient ouverts à l'innovation et soient ouverts à la prise de risque pour pouvoir pousser ces solutions. Et je pense que ça arrivera de plus en plus à force de voir des collaborations réussies entre les startups et des grands groupes, des rachats, des investissements, des collaborations, des nouveaux produits mis sur le marché qui ont des résultats qui sont efficaces. Et je pense que c'est ces preuves qui nous permettront d'aller plus loin. Et peut-être un dernier mot pour ouvrir aussi un petit peu la perspective. Là, au sein du Club Open Innovation, on travaille aussi avec donc des responsables plutôt de grands groupes et de TI à voir aussi comment est-ce que les grands groupes peuvent innover ensemble avec des startups, mais aussi des grands groupes de grands groupes à grands groupes. Et donc ça, c'est aussi une autre paire de manches qui est pas évidente à mener, mais que j'ouvre aussi en tant que perspective pour cette matinée. Donc l'importance des modèles et des modèles de réussite. Violaine? Moi, ça serait un vœu par rapport au point précédent, donc trouver le sponsor dans le top management. Je pense que nous, c'est l'étape d'après qu'il faut qu'on arrive à franchir, c'est arriver à trouver les clés pour embarquer toutes les directions en branche de l'entreprise dans cette dynamique-là, parce qu'on sait très bien que l'innovation dans un grand groupe, elle peut être tuée directement dans l'œuf, même si on a une direction innovation, même si on a un bon sponsor. Donc voilà, c'est cette culture un peu à faire cranter dans tous nos métiers, direction métiers concernés, mais les juristes, les achats, enfin bref, tous, la conformité, la compliance. Wow, même la compliance, bravo. Ça rejoint un peu le vœu de Benoît. Carole? Pour compléter, moi je dirais peut-être moins d'aversion au risque, peut-être moins de peur, plus prêt à y aller et à se dire que finalement on risque pas grand-chose et qu'on peut faire des belles choses. J'ai régulièrement vu un peu le sentiment qu'une personne doit penser à sa carrière et peut avoir peur pour sa carrière si jamais elle arrive avec une idée qui est trop en rupture. Et peut-être, si on pouvait lâcher cette peur-là, on irait peut-être plus vite et plus loin. Anthony? Ce serait peut-être qu'il y ait plus d'enseignement sur le risque, sur la façon pardon pour l'anglicisme, mais de think out of the box dans les grandes écoles qui forment en général les grands patrons de demain. Donc pour qu'il y ait une meilleure acculturation au risque. Bérangère? Et bien juste, j'espère avoir rassuré tous les start-upers qui peuvent oser venir, parce que je crois que les grandes entreprises n'ont jamais été aussi ouvertes. Et des belles histoires, on les a pas racontées là, mais il y en a vraiment plein. Alors avec des modalités il n'y en a pas une pareille, hein. Mais je trouve qu'il y a une très grosse ouverture. Alors oui, c'est pas simple, mais bon, déjà si les startups ont créé des idées des entreprises, c'est qu'elles n'ont peur de rien. Donc je pense qu'il faut oser. Puis peut-être il faut être bien clair sur ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut un financement, un soutien financier? Est-ce qu'on veut un développement commercial? Est-ce qu'on veut un développement industriel? Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour qu'il n'y ait pas d'écart dans l'approche avec l'entreprise? On sache très bien ce qu'on veut, mais il faut oser. Je retiens quelques mots-clés de ces échanges. Le couple risque-innovation, qui est évident d'une certaine manière une fois qu'on l'a dit, mais il faut y réfléchir encore et toujours. Les notions de transparence, de clarté, de confiance, d'effervescence, de rencontre. Et c'est ce que nous avons fait là. Je pense que ça a été utile et je vous remercie toutes et tous. Au revoir.